En manchette ce soir, évacuation préventive levée à Sainte-Terre. Un déversement de matières dangereuses est survenu dans la cour du Canadien national. Comparution du meurtrier de Sylvain Lizotte à Val-d'Or. Toujours autant d'inquiétudes dans le dossier de Ryan, malgré la visite du ministre Fitzgibbon. Les ingrédients sont là, mais je ne veux pas non plus avoir des fausses attentes. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin à Sainte-Terre où une centaine de personnes ont dû être évacuées cet avant-midi. Un déversement a fait craindre le pire. Yvon Moreau raconte. Le Canadien national a vite réagi dès 10h45 cet avant-midi, après qu'un wagon qui prenait place dans le centre de tri à Sainte-Terre ait laissé échapper une partie de son contenu. Même si les communications du CN ont été avares en détail, l'entreprise a indiqué des émanations toxiques qui ont notamment nécessité l'hospitalisation d'au moins 3 travailleurs. Il était question d'évacuation préventive pour au moins 6 rues ou secteurs de la ville, mais des déplacements de citoyens qui étaient nécessaires. Direct, là, ici à Sainte-Terre, à matin, là, on était comme en entrevue dans le parc Optimiste et on a vu les pompiers arriver là, autour du terrain du CN. Fait que c'était quand même, on se posait beaucoup la question qu'est-ce qui se passait. Et on a su là, qu'il y avait comme eu une fuite de matières dangereuses au CN. Donc ensuite de ça, là, s'en est suivi là, les évacuations par mesure de précaution. Au point où les services d'urgence et de prévention de la ville se sont rapidement mis à la disposition pour répondre aux besoins requis, les secteurs touchés environnaient l'entreprise PLC et le club de golf, la 13e et 14e avenue, la rue des Cyprès jusqu'à la 3e rue ouest. Le personnel du manoir Universo s'est aussi rendu volontaire pour accueillir des centaines de personnes évacuées. Il reste seulement que le club de golf là, qui ne peuvent pas regagner le domicile parce qu'il est comme un peu dans le périmètre. Dans le fond, les services d'incendie de Val-d'Or là, qui sont venus en renfort au service d'incendie de Sainte-Terre, fait qu'ils sont en train de valider là, toutes les informations, qu'est-ce qu'ils font, en espérant qu'ils réussissent, je vais dire, à colmater la fuite. Sinon, bien, ça va être des experts qui vont devoir descendre à Sainte-Terre. Mais en tout cas, on est en attente là, par rapport à ça là, comme information. Une majorité des citoyens impactés par les émanations ont pu retrouver leur domicile dès le début de l'après-midi. 2 secteurs sont demeurés plus longtemps touchés par l'évacuation. Reportage de Yvon Moreau pour RNC Média. Dans un autre dossier, l'homme recherché pour le meurtre à Malartic a été retrouvé hier à Sainte-Terre. Sonny Vincent a été arrêté en fin d'après-midi, puis accusé d'avoir tué Sylvain Lizotte il y a plus d'1 semaine. L'individu de 31 ans va demeurer incarcéré d'ici au moins le 4 septembre prochain, date de sa prochaine comparution. Et d'ici là, il doit s'abstenir de communiquer avec plus d'1 douzaine de personnes en lien avec des individus ou connaissance de son entourage habituel. L'accusé est représenté par Maître Pascal Jolicoeur à Val-d'Or et l'avocat du DPCP est Jonathan Tondreau. Et le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'est aujourd'hui adressé aux citoyens de Témiscamingue pour faire le point sur l'avenir du complexe de RYAM. Même s'il y a des acheteurs potentiels, le dossier est encore loin d'être clos. Sophie Média-Villarivard était sur place. C'est temps de passer à l'action. C'est ça que je vous demande. Merci. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, était de passage à Témiscamingue pour assurer les citoyens sur l'avenir du site forestier Ryoneer Advanced Materials. On a un client stratégique qui est prêt à prendre le complexe, potentiellement. Nous, on veut aider. Les ingrédients sont là, mais je ne veux pas non plus avoir des fausses attentes. Pierre Fitzgibbon est confiant quant à la vente des usines de carton et de pâte à haut rendement, mais c'est plus complexe pour l'usine de cellulose haute pureté qui est actuellement fermée, dit-il. Pour le plan A, qui est l'acheteur potentiel, on devrait savoir relativement rapidement s'il va y avoir une transaction ou non. Alors, s'il y en a une, bien là, ça va être soit les 2 usines ou les 3 usines. Après ça, la réouverture de la 3e usine, ça va être plus long. Parce que ça prend le marché, il faut comprendre ce qu'on va faire. Là, ça, je veux être réaliste. Là. Ça va prendre du temps. Le président de la section locale du syndicat demeure inquiet alors que les mises à pied des 275 travailleurs ont commencé la semaine dernière. Non, je ne suis pas encore satisfait. Des solutions, c'est des solutions, mais pour moi, c'est plus des hypothèses. Il n'y a pas de solution. Il faut vraiment qu'on trouve une façon de gérer la crise forestière en ce moment.
trouver un opérateur, travailler ensemble, c'est certain, c'est le but. Le scénario idéal pour les élus régionaux serait que les 3 usines soient vendues ensemble. La grosse inquiétude, c'est qu'ils séparent le site. Ils parlaient d'avoir un acheteur pour une partie. Pour moi, travailler en silo, le site n'est pas fait pour ça. L'histoire semble vouloir se répéter pour la municipalité de Témiscamingue alors qu'un groupe d'intervenants locaux souhaite reprendre le contrôle du complexe industriel comme ce fut le cas en 1972 lors de la création de Tembec. Il faut qu'on prenne le lead localement. C'est ça qu'on va faire. Puis on a demandé à la gouvernement pour nommer quelqu'un. C'est fait. So, je pense qu'on peut tasser ensemble pour avancer le projet localement. Il y en a du monde qui sont intéressés d'investir. Sophie Médiève-Larivard, RNC Nouvelles, à Témiscamingue. Il n'y avait pas que Pierre Fitzgibbon qui était de passage dans la région aujourd'hui, puisque la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a aussi visité la mine La Ronde à Pressac. Le but était de prendre connaissance des conditions des travailleurs miniers. Alexis Dumont. Vous voyez Daniel, vous voyez sa lumière, s'il se tasse un petit peu par là, vous le voyez. C'est un défi dans ces machines-là. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts a amorcé sa tournée de 36 heures en Abitibi-Témiscamingue avec un arrêt à la mine La Ronde à Pressac lundi après-midi. Bien, on est à 2800 mètres, donc 2 km sous terre, un peu plus. C'est beau de voir l'ingénierie humaine et ils font preuve de beaucoup d'idées d'innovation pour s'ajuster face aux défis sismiques, notamment automatiser certaines de leurs machineries. Alors, de voir sur le terrain comment ils utilisent ces machines, c'est vraiment très, très intéressant pour la ministre des Mines de bien voir comment on fait preuve d'innovation aussi creuse sous terre. Maïté Blanchette-Vézina tenait à prendre connaissance des préoccupations et enjeux liés au domaine minier. Je souhaitais venir rencontrer les intervenants sur le terrain pour entendre leurs préoccupations avant de débuter l'étude détaillée. Les gens ici font preuve d'énormément d'innovation. Il y a d'ailleurs des projets de zones d'innovation minière qui ont été déposés auprès de mon collègue et je veux rencontrer ces intervenants-là également. Bien sûr, il y a des enjeux également dans le secteur forestier. Donc, demain, je vais aussi à la rencontre des gens du secteur forestier pour discuter avec eux des enjeux, des solutions pour soutenir le secteur. Cette visite fait également suite à la loi sur les mines que son ministère pourrait instaurer dans les prochains mois. Le projet de loi donc, qui a été déposé au printemps sera en étude à l'automne. On va commencer normalement autour de septembre à regarder, faire l'étude détaillée autour du mois d'octobre. C'est un projet de loi qui est perfectible. Alors, je veux entendre ce que les gens ont à dire. On a des choses à proposer qui sont, je suis convaincue, bonnes, mais il y a rien comme d'être sur le terrain pour entendre ce que les gens du secteur minier ont à dire et à proposer. La ministre continuera sa visite dans la région mardi matin alors qu'elle sera de passage à la Chambre des commerces de Val-d'Or en compagnie du député Pierre Dufour. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Pressac. À Rouyn-Noranda maintenant, la fonderie Horn continue son objectif de réduction de ses émissions atmosphériques. Elle a enregistré une moyenne de 52,5 nanogrammes d'arsenic par mètre cube lors de son premier trimestre 2024, soit du 16 mars au 15 juin. Une nouvelle station d'échantillonnage au nord-est des installations de la fonderie Horn, ainsi que des améliorations sur les systèmes d'épuration, sont également prévues dans les prochains mois. Et toujours dans le domaine minier, Agnico Eagle reçoit plus de 630 000 $ de Québec pour des projets de recherche en développement durable. La compagnie a 2 projets, dont un potentiel des caractérisations automatisées pour prédire les paramètres géo-environnementaux et une alternative verte à la cyanuration de l'or. L'aide financière fait partie d'une enveloppe de 2,2 millions de dollars accordée par le gouvernement pour 7 projets miniers dans la province. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les mines de la région s'engagent assez dans le développement durable? Vous avez répondu oui à 58 %. Et toujours du côté de l'entreprise Agnico Eagle, elle affirme que le manque de main-d'œuvre est un défi constant au complexe canadien Malartic. La minière passe notamment par des entrepreneurs et offre plusieurs cohortes de formation pour atteindre leur effectif nécessaire, mais leur plancher d'emploi est toutefois prévu à la baisse avec la fin des activités à ciel ouvert en 2029. Le complexe à Malartic emploie présentement 2500 mineurs à temps complet et le chiffre devrait diminuer à 1600. Tout le monde est touché par la pénurie. On a quand même la chance, mettons, je dirais, au niveau d'Agnico, sans être chauvin, on a quand même une belle réputation aussi. On réussit quand même à attirer des gens, mais on a des plans là,
au niveau de la main-d'œuvre, formation, tout ça. Mais c'est un enjeu comme pour toutes les entreprises où on a le même enjeu aussi. Mais on a quand même la chance d'être, je dirais, la mine Odyssée, quand même une mine nouvelle, les gens le voient, fait qu'on a quand même beaucoup d'intérêt, je dirais, là-dessus. Mais au niveau d'Anico aussi, c'est la même chose à large, mais il y a beaucoup de programmes de formation en place. On se fait des plans pour réussir à avoir cette gens, mais oui, c'est un enjeu pour nous. Ouais. Eh bien, c'était jour de rentrée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et ce début de session est marqué par les efforts de l'établissement envers la santé psychologique des élèves. Mais Félix, qu'est-ce qui a été mis en place exactement? Eh bien, Kémilia, l'établissement a adopté une politique spécifique qui vise à soutenir les étudiants, mais aussi le personnel, tout en tenant compte de la diversité et des besoins de tout un chacun. Hein, on le sait, l'université, ça peut être rempli d'épreuves, ça peut apporter beaucoup de stress aussi, notamment avec l'anxiété de performance. Donc, l'optique de la politique est vraiment de soutenir la santé mentale des étudiants afin de maximiser leurs chances d'atteindre la diplomation. Justement, on peut écouter le recteur de l'université à ce sujet. Donc, dans le cheminement de leur projet universitaire, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. En fait, les étudiants et étudiantes vivent différents stress, de l'anxiété, différents enjeux tout au long de leur parcours. Donc, nous, notre objectif, c'est de prendre les étudiants là où ils sont pour les amener là où ils doivent être au niveau de la diplomation. Donc, à l'intérieur de ça, c'est simplement donner des outils supplémentaires pour mieux accompagner nos étudiants qui vivent peut-être des réalités un peu différentes. Et Félix, quels sont concrètement les outils que fournit l'université pour les étudiants, pour les soutenir dans leur santé psychologique? Eh bien, ce sont des capsules informatives notamment, mais aussi des dîners-conférences et des suivis psychologiques avec des professionnels. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une offre qui est appelée à évoluer dans le temps, c'est-à-dire que l'université compte prendre le pouls des bénéficiaires des services puis apporter des changements s'il y a lieu pour arriver à la meilleure offre possible au fil des ans. Ça sera accès à distance, des capsules, ça peut se traduire par des dîners-conférences, par des ateliers, autant de groupes qu'individuels. Les étudiants qui entrent à la rentrée cet automne, bien d'ici 2, 3 ou 4 ans, bien c'est peut-être une nouvelle génération avec des nouveaux besoins qui vont arriver. Donc, notre politique se veut vraiment un outil qui va traverser le temps. En terminant, Kémilia, les chiffres officiels des inscriptions vont être dévoilés dans un mois, mais déjà l'UQAT remarque une légère hausse dans les inscriptions, notamment dans le certificat en santé et sécurité au travail, dans les cours en ingénierie et dans les programmes reliés à l'éducation. Merci, Félix. Je vous en prie. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La programmation du Festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue a été dévoilée ce matin et on vous la présente après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis juillet, une nouvelle offre d'hébergement s'ajoute dans le secteur est du Témiscamingue. Le gîte à Mimi de la Verlochère propose aux travailleurs des chambres en location avec salle de bain complète, une cuisinette et un espace de repos. La propriétaire, Michel Sabater, offre aussi à sa clientèle un comptoir de produits frais, une grande variété de prêts à emporter surgelés et bien plus encore. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Justine, la programmation du Festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue a été dévoilée ce matin. Donc, à quoi on peut s'attendre pour cette 21e édition? C'est sous le thème 21 ans majeur partout que le Festival de contes et légendes nous attend du 24 au 29 septembre prochain. La programmation complète est disponible sur leur site du festival, mais il y aura notamment avant le festival une formation spéciale avec Marc-André Fortin sur la Grande Menterie les 21 et 22 septembre et c'est ouvert à tous les artistes de la région qui sont intéressés. Ça va être une première année pour Alexander Walosik à la présidence du festival et il est prêt à affronter ce défi. Et qui de mieux que le président lui-même pour nous dire ce
qui nous attend dans cette 21e édition du Festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. À beaucoup de nouveaux, mais à beaucoup aussi de ce que le monde aimait déjà du festival. Fait que des événements comme le souper comté, le ciné comté va toujours être là. Mais aussi, on va avoir des très nouvelles affaires comme l'improvisation spontanée, l'humour spontané qui va être là cette année. Puis aussi la soirée légale qui va être une grande soirée de fusion de rap, de contes, de poésie, de slam. Tous nos événements dans les bibliothèques, les régionales vont être là aussi. En plus, cette année, en collaboration de les Journées de la culture. Fait qu'on a très hâte à ça. Puis aussi, on devrait avoir des ateliers dans les écoles et tout. Ça prend de la programmation un petit peu à la dernière seconde, mais tous les classiques du festival vont être encore là et du nouveau encore plus. Pour de vrai, un bijou pour moi, ça va être vraiment l'Écho de la différence, qui est une collaboration avec le MEAM à Montréal, de Mohamed Goul, des conteurs d'ici qui travaillent avec des musiciens autistes. Qui va être très cool. Fait que dans chaque ville, Val-d'Or, Rouyn, Amos, Lassar, on va avoir la chance de le voir en grande salle. Et c'est samedi dernier qu'a eu lieu la 6e édition du pique-nique interculturel à la Guinguette chez Edmond de Rouyn-Noranda. Le pique-nique organisé par la Mosaïque interculturelle a su attirer 384 participants, malgré le ciel nuageux qui était présent samedi dernier. 6 kiosques de nourriture chapeautés par des cuisiniers professionnels étaient présents et ils représentaient le Vietnam, le Maroc, le Mexique, le Cameroun, la Tunisie et la Colombie. Il y a même 2 DJ qui ont animé la journée et plusieurs personnes ont pu faire des découvertes culinaires incroyables. Les événements comme le pique-nique interculturel donnent vraiment place à de belles rencontres. C'est une activité de rapprochement interculturel qui permet en sorte que ce que j'appelle les Québécois de souche et les Québécois de nouvelle pousse de se rencontrer, de se découvrir, de faire du réseautage. Et évidemment, la nourriture, c'est toujours très rassembleur. Et les résultats ont été là aussi parce que c'était à peu près 50 de personnes immigrantes qui étaient présentes, 50 de personnes nées au Québec. Donc, en fait, il y avait 52 de personnes immigrantes. Pour terminer, l'événement Tattoo Piercing illimité par Scaro a eu lieu vendredi dernier à Amos et plus de 2600 $ ont été amassés au profit du cancer du sein. Le montant total des fonds collectés pour la Fondation est de 4505 $. Selon la joaillière Caroline Arbour de Scaro, l'événement a été un réel succès et la prochaine édition aura lieu en septembre prochain à Val-d'Or. La Rouyn-Norandienne Olivia Barry a pris part cette fin de semaine au Grand Prix cycliste de Ploué en France. Même si elle était atteinte de la COVID-19, on vous donne plus de détails sur sa performance tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La Rouyn-Norandienne Olivia Barry a pris part cette fin de semaine au Grand Prix cycliste de Ploué en France. Malgré qu'elle ait testé positif à la COVID-19 quelques jours auparavant, l'entièreté de son équipe avait contracté le virus la semaine dernière lors de la dernière étape du Tour de France. Et malgré cette embûche, Olivia Barry a terminé l'épreuve au 78e rang. Sa coéquipière, l'Allemande Liane Lippert, quant à elle, a fini 3e. Et toujours dans le cyclisme, la Mossois Hubert Lamotte est sacré champion québécois à l'épreuve de course sur route dans la catégorie junior U19. La fin de semaine dernière, il a participé au championnat québécois de route élite 2024 qui se déroulait en Montérégie au Mont-Saint-Hilaire. Le jeune athlète de l'équipe cycliste Subway a dominé la compétition en s'emparant de l'or. Et toujours dans la même équipe, la Mossoise Frédéric Rondeau a remporté la médaille de bronze lors de l'épreuve du Critérium. Et au hockey maintenant, les Forestiers d'Amos disputaient leurs 2 derniers matchs préparatoires cette fin de semaine. Et d'abord, l'équipe a mal entamé son week-end avec une défaite de 5-3 face aux Vikings de Saint-Eustache. Lacroix, Blanchette et Duval ont été les marqueurs du côté d'Amos. L'équipe a cependant bien conclu son calendrier préparatoire avec une victoire de 4-3 face aux Intrépides grâce à une poussée de 3 buts en 3e période. Et rappelons que les hommes de Jean-Daniel Charon vont amorcer leur saison régulière le 6 septembre prochain avec la visite des Estacades de Trois-Rivières. Et les Huskies et les Foreurs disputaient chacun un match préparatoire vendredi soir. D'abord, la Meurthe a signé une convaincante victoire de 5-1 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. 2 points chacun pour Samuel Beauchemin, Charlie Benigno et Samuel Rousseau. Et de leur côté, les Foreurs ont également signé une victoire. Ils ont battu les Olympiques 3-2 au centre Anico Eagle. Bourque, Drapeau
et Durocher ont été les marqueurs pour le Vert et Or. Il reste encore 3 matchs préparatoires aux 2 équipes avant le début de la saison régulière prévue à la fin septembre. Et par ailleurs, les 2 équipes ont chacune procédé à une transaction ce week-end. Rouyn-Noranda a fait l'acquisition du défenseur Alexis Poirier des Olympiques de Gatineau en retour d'un choix de 10e ronde en 2026. Le jeune homme de 18 ans était notamment le capitaine des Albatros au niveau M18 3A l'an dernier. Les Foreurs, de leur côté, ont obtenu les services de l'attaquant Nathaniel Harvey des Tigres et ont envoyé un choix de 9e ronde en retour à Victoriaville. Harvey a récolté 4 points en 45 matchs l'an dernier. Et parlons pêche sportive maintenant, puisqu'une opération de surveillance va se dérouler la fin de semaine prochaine en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec. Les agents de la protection de la faune vont donc veiller à assurer la conformité de la réglementation, notamment en ce qui entrait au transport ou à la possession de poissons. Et ce sera aussi l'occasion de sensibiliser les pêcheurs à l'importance d'adopter de bonnes pratiques. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, après la belle journée qu'on vient d'avoir, la pluie et les nuages vont envahir le ciel. En tout cas, ceux qui ont eu trop chaud aujourd'hui vont être rafraîchis. Ce qui nous attend ce soir et cette nuit en Abitibi, c'est des nuages avec des averses qui vont débuter après minuit et même risque d'un orage en fin de nuit. On a 5 à 10 mm de pluie qui devraient s'en venir au courant de la nuit avec un minimum de 18 degrés. Pour le Témiscamingue, on a aussi quelques nuages qui nous attendent avec un ennuagement tard ce soir et un minimum de 20 degrés. Demain en Abitibi, on s'attend à avoir des averses, même de 10 à 20 mm de pluie avec un maximum de 21 degrés qui peut grimper jusqu'à 29 avec l'humidex. Ça va être une journée très humide aussi pour le Témiscamingue avec 15 à 25 mm de pluie, un maximum de 27 qui va aller jusqu'à 35 avec l'humidex. Alors buvez beaucoup d'eau demain, là. Ça va être une journée super chaude et un petit aperçu pour mercredi, un maximum de 18 partout en région accompagné de nuages pour l'Abitibi et d'une alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue. La pluie vient seulement nous rendre visite une journée, alors demain, pas besoin d'arroser votre jardin, là. Dame Nature s'en occupe. Merci Justine. En terminant, le syndicat des métallos distribue dès aujourd'hui des chèques aux anciens travailleurs de Glencore Mine Matagami. Ce sont des montants substantiels liés à un grief syndical en lien avec des départs à la suite de la fermeture de la mine en juin 2022. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve au TV à midi. À demain.